Une femme de ménage est arrêtée pour vol, mais la fille du milliardaire révèle tout, et ce qui suit choque tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Clara passa le chiffon humide sur la table basse du salon principal. Le mouvement répétitif calmait ses nerfs. Après 2 ans passés au manoir Ellsworth, elle se sentait encore comme une intruse dans ce palais de verre et de pierre que d'autres appelaient leur maison. Le soleil d'automne filtrait à travers les hautes fenêtres, créant des faisceaux dorés dans l'air. Clara glissa une mèche de cheveux blonds derrière son oreille et vérifia l'horloge. 9h15. Lucie ne devrait pas tarder à descendre pour le petit déjeuner. Comme si ses pensées l'avaient invoquée, de petits pas résonnèrent sur l'escalier en bois poli. « Clara, tu es encore là !» La voix enfantine de Lucie emplit le hall, brisant le silence méticuleux de la maison. Clara sourit en voyant la fillette de 6 ans sauter les dernières marches. Lucie était le portrait craché de sa défunte mère. Les mêmes cheveux blonds aux boucles douces. Les mêmes yeux bleus qui semblaient capter toute la lumière de la pièce. « Bien sûr que je suis là. Je dois nettoyer toute cette immense maison. » Clara ouvrit les bras à la petite fille qui courait vers elle. Lucie la serra dans ses bras avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « Tu promets de m'apprendre à faire des bracelets aujourd'hui ? Et je le ferai, après que tu aies pris ton petit déjeuner et que j'ai fini le bureau de ton père. » Papa est parti tôt. Il a dit qu'il avait encore une réunion très importante. Clara remarqua la déception dans les yeux de la fillette. Charles Ellsworth ne vivait que pour son travail depuis la mort de sa femme. Il était rarement présent, même lorsqu'il était physiquement à la maison. « Alors nous avons la maison pour nous toutes seules », fit Clara avec un clin d'œil complice. Mais d'abord, le petit déjeuner. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Clara sentit le poids familier de la culpabilité. Madame Winters, la gouvernante, l'avait déjà prévenue, « N'oubliez pas votre place, Clara. Vous ne faites pas partie de la famille. » Mais comment pouvait-elle garder ses distances quand Lucie la suivait comme son ombre ? Quand la fillette se présentait dans sa chambre, à l'arrière de la maison, pleurant après un cauchemar. Dans la cuisine, Clara prépara des toasts à la confiture pour Lucie. La fillette balançait ses jambes sur le haut tabouret, observant chaque mouvement de Clara. « Papa a dit qu'il allait m'emmener au parc dimanche », commenta Lucie en prenant une bouchée de son toast. « Tu penses qu'il s'en souviendra cette fois ? » Bien sûr qu'il s'en souviendra. Ton père est un homme très occupé, mais il t'aime très fort. Tu peux venir avec nous ? C'est un moment prévu pour vous deux, Lucie. Un moment entre père et fille. Mais tu es presque comme ma maman maintenant. Clara se figea, le torchon à la main. Lucie, je travaille pour ton père. Je suis la femme de ménage. Et alors ? Tu me racontes des histoires. Tu m'apprends des choses. Tu me serres dans tes bras quand je suis triste. Sarah, de mon école, a dit que c'est ce que font les mamans. Clara s'agenouilla devant la petite fille. Ta maman était très spéciale et elle t'aimait plus que tout. Je m'occupe juste de toi parce que je t'aime beaucoup. Tu comprends ? Lucie hocha la tête sans vraiment comprendre. La matinée suivit sa routine. Clara nettoyait les pièces pendant que Lucie jouait à proximité, inventant des histoires avec ses poupées. À midi, elles s'assirent par terre dans la chambre de la fillette pour fabriquer des bracelets. Tu vois comment ça forme un motif, montra Clara, tressant des fils colorés entre ses doigts. Lucie fronça les sourcils, concentrée, la langue dépassant du coin de la bouche. C'est difficile. Tu te débrouilles très bien pour une première fois. Soudain, elles entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix d'hommes résonnèrent dans le couloir. Papa est rentré. Lucie sortit de la chambre en courant. Clara se leva et rajusta son uniforme. Elle ramassa les fils colorés et les rangea dans leur petite boîte. Lorsqu'elle arriva dans le couloir, elle entendit la voix grave de Charles. Il n'a pas pu simplement disparaître, Brandon. C'était le collier d'Elisabeth. Dans le salon principal, Charles gesticulait face à son jeune frère. Lucie observait depuis le seuil de la porte, les yeux grands ouverts. « Et si tu l'avais mis ailleurs » suggéra Brandon, passant une main dans ses cheveux sombres. Contrairement à son frère, qui maintenait une posture rigide, Brandon semblait mal à l'aise dans sa propre peau. « Je sais exactement où je l'ai mis. Dans la boîte en velours noir, dans le tiroir du haut. Il était là hier soir. » Clara sentit un frisson la parcourir. Le collier de Madame Ellsworth était une pièce de grande valeur en diamants et saphirs qui, selon les rumeurs parmi le personnel, valait une fortune. « Mettons la maison sens dessus-dessous », suggéra Brandon. Dans les heures qui suivirent,
le manoir devint chaotique. Les tiroirs furent ouverts, les meubles déplacés, les placards fouillés. Clara aida aux recherches pendant que Lucy suivait son père, essayant d'aider à sa manière. C'est Jenkins, le majordome, qui suggéra d'appeler la police. Charles hésita, mais accepta. Lorsque les policiers arrivèrent, tout le personnel fut rassemblé dans le salon. Madame Winters, Jenkins, le jardinier, le chauffeur et Clara. Lucy tenait fermement la main de son père. « Quand avez-vous vu le collier pour la dernière fois » demanda le policier le plus âgé, un homme au visage marqué par le temps. « Hier soir. Je vérifie toujours. Quelqu'un a-t-il accès à votre chambre » Seulement le personnel de nettoyage. Tous les regards se tournèrent vers Clara. Elle sentit son sang se glacer. « J'ai nettoyé la chambre ce matin, dit-elle fermement. Je n'ai vu aucun collier. Quelqu'un a-t-il remarqué quelque chose de suspect? Des portes non verrouillées, des fenêtres ouvertes? Personne ne répondit. C'est évident ce qui s'est passé, dit soudain Brandon. La femme de ménage était seule dans la chambre. Elle y avait accès. Le mobile est tout trouvé. Monsieur Brandon, protesta Clara, le visage empourpré. Charles la fit taire d'un geste. Clara, vous étiez la dernière personne dans ma chambre à part moi. Le collier était là quand je suis parti. Maintenant, il n'y est plus. M'accusez-vous de vol? La voix de Clara tremblait. Avez-vous une meilleure explication? Clara regarda autour d'elle. Personne ne croisa son regard. Je n'ai rien pris, dit-elle en déglutissant difficilement. Jamais je ne ferai ça. Les mots ne ramèneront pas le collier, répondit Charles. Il se tourna vers la police. Je veux porter plainte officiellement. Je crois qu'elle a volé le collier de ma défunte femme. Mademoiselle, vous allez devoir nous accompagner, dit le policier le plus âgé. Clara sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Ce n'était pas possible. C'était un cauchemar. Je n'ai rien volé. Je le jure, cria Clara, les larmes s'échappant enfin. Monsieur Ellsworth, je ne ferai jamais ça. Jamais. C'est précisément pour ça, répondit froidement Charles. Vous aviez gagné notre confiance. Vous aviez libre accès à la maison. Elle n'a rien fait. La voix aiguë de Lucy déchira l'air comme un couteau. La fillette lâcha la main de son père et courut se placer à côté de Clara. Charles fronça les sourcils. Lucy, viens ici tout de suite. Non. Lucy attrapa la main de Clara. Elle ne l'a pas volée. Elle n'a rien volé. Clara sentit son cœur se briser. Elle s'agenouilla devant la petite fille. Lucy, ma chérie, ce n'est rien. Tout va bien se passer. Je sais qu'il a fait, cria Lucy en se tournant vers son père, son petit visage rouge d'émotion. J'ai vu quelqu'un entrer dans ta chambre. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers la petite fille. Lucy, dit Charles, sa voix faussement calme. Viens ici. Nous en parlerons plus tard. Non, tu dois écouter maintenant. J'ai vu? Lucy, tonna la voix de Charles. C'est une affaire d'adulte. Va dans ta chambre. Maintenant. Mais papa, j'ai vu? J'ai dit que c'était pour les adultes. Charles pointa l'escalier du doigt. Dans ta chambre. Lucy regarda Clara, puis son père, ses yeux bleus brillants de larmes. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Jenkins, appela Charles. Emmenez ma fille à l'étage, s'il vous plaît. Le majordome, visiblement embarrassé, prit la main de Lucy. La fillette se débattit, essayant de se libérer. Elle n'a rien fait. Clara! Clara! Les cris de Lucy résonnèrent dans le hall alors que Jenkins la conduisait en haut des escaliers. Clara sentit chaque cri comme un coup de poignard dans la poitrine. Monsieur Ellsworth, tenta-t-elle de nouveau, la voix étranglée. S'il vous plaît, votre fille essaie de vous dire quelque chose d'important. Je n'ai pas volé le collier. Charles ne la regarda pas dans les yeux. Emmenez-la, dit-il au policier. Le plus jeune officier saisit fermement le bras de Clara, sans brutalité, mais en faisant comprendre que toute résistance était futile. C'est une erreur, dit Clara alors qu'on la conduisait vers la porte. Une terrible erreur. À l'entrée du manoir, Clara se retourna une dernière fois. En haut de l'escalier, Lucy s'était échappée de Jenkins et se penchait par-dessus la balustrade, le visage rouge de larmes. Clara, ne les laisse pas t'emmener. Tout ira bien, Lucy, cria Clara en retour, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Ne t'inquiète pas pour moi. Je dirai la vérité.
Je les forcerai à te ramener. Charles apparut derrière sa fille, la tenant fermement. Leurs regards se croisèrent brièvement, le sien dur et inflexible, celui de Clara blessée et trahie. Dans la voiture de police, alors qu'elle s'éloignait du manoir Ellsworth, Clara sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement sa liberté qui était en jeu, mais la confiance qu'elle avait si soigneusement bâtie. Le lien avec Lucie, la vie qui, bien que modeste, signifiait tant. Et au centre de tout cela, une question qui ne cessait de résonner. Si ce n'était pas elle, qui Lucie avait-elle vu entrer dans la chambre de Charles, et pourquoi celui-ci refusait-il d'écouter sa propre fille? 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Clara. Le manoir Ellsworth, toujours si imposant, semblait avoir encore grandi. Les couloirs s'étiraient comme des tunnels sans fin. Les plafonds s'élevaient plus haut. Les murs s'éloignaient, comme si l'absence d'une seule personne pouvait d'une manière ou d'une autre dilater l'espace physique. Charles le remarqua en entrant dans la salle à manger ce matin-là. La longue table, toujours si impeccablement dressée, paraissait maintenant encore plus formelle, presque intimidante. Madame Winters avait disposé le petit déjeuner comme d'habitude, toast, œufs, jus d'orange, tout à sa place, tout impeccable, tout faux. Lucie était déjà assise à sa place habituelle, ses jambes pendantes dans le vide, ne touchant pas le sol, mais ses yeux, normalement vifs et curieux, étaient fixés sur son assiette intacte. Elle ne leva pas la tête lorsque son père entra. « Bonjour, Lucie », dit Charles, forçant un ton léger. Lucie ne répondit pas. Elle ne leva même pas les yeux. Charles s'assit et déplia sa serviette. Le silence pesait entre eux comme du plomb. Il se versa du café et essaya de nouveau. « Tu as faim ? Madame Winters a fait des œufs comme tu les aimes. » Un haussement d'épaules presque imperceptible fut la seule réponse. Ce n'était ni un oui ni un non. C'était simplement un accusé de réception que des mots avaient été prononcés. Charles soupira et commença à manger, ou du moins à faire semblant. Chaque bouchée avait le goût du sable. Il sentait le regard de Madame Winters depuis l'embrasure de la cuisine, observateur, jugeur. « Ta maîtresse a appelé hier, » dit Charles, brisant à nouveau le silence. « Elle a dit que tu n'avais pas participé aux activités de groupe. Ce n'est pas bien, Lucie. » Lucie leva enfin les yeux. Ses yeux étaient bleus, froids, accusateurs. « Je veux voir Clara. » Charles posa sa fourchette. « Lucie, nous en avons déjà parlé. Clara, elle a fait quelque chose de mal. » « Non, ce n'est pas vrai. » La voix de la fillette était basse mais ferme. « Lucie, je sais que tu l'aimais bien, mais tu ne sais rien. » Lucie glissa de sa chaise. « Je vais être en retard à l'école. »« Tu as à peine touché à ton petit déjeuner, » protesta Charles. « Je n'ai pas faim. » Charles regarda sa fille quitter la pièce, ses petits pas lents, dépourvus de l'énergie qui la faisait habituellement courir et sauter à travers les pièces. Son corps était présent, mais quelque chose d'essentiel avait disparu en même temps que Clara. Quand la voiture emmena Lucie à l'école, Charles se retrouva seul dans le manoir silencieux. Madame Winters apparut pour débarrasser la table. « Elle ne mange presque plus », commenta la femme. « Elle ne dort pas bien non plus. Je l'entends marcher dans le couloir la nuit. » Charles fronça les sourcils. « Pour chercher quoi ? » « Je pense qu'elle va dans la chambre de l'autre, celle de Clara. » Un malaise grandit dans la poitrine de Charles. Je ne savais pas qu'elles étaient si proches. Madame Winters lui lança un regard qui mêlait incrédulité et pitié. Clara était la première personne que Lucie cherchait en se réveillant. La dernière avant de s'endormir. Charles sentit son visage s'échauffer. Comment n'avait-il pas remarqué ? Bien sûr, il était toujours occupé. Réunions, voyages, appels téléphoniques. L'entreprise ne se gérait pas toute seule. Après la mort d'Elisabeth, s'enfouir dans le travail avait été sa façon de survivre. Mais à quel prix ? Le reste de la journée, alors qu'il travaillait dans son bureau à domicile, Charles ne put se concentrer. L'image de Lucie, silencieuse et distante, ne quittait pas son esprit. Il décida de finir plus tôt. Peut-être pourrait-il aller la chercher à l'école, l'emmener prendre une glace. Quand Charles arriva à l'école, la maîtresse l'accueillit avec une expression inquiète. « Monsieur Ellsworth, je suis contente que vous soyez venu. Nous allions justement appeler. » Le cœur de Charles s'accéléra. Il s'est passé quelque chose ? Lucie n'a participé à aucune activité aujourd'hui. Elle est restée assise seule dans un coin de la classe. Pendant la récréation, elle n'a pas voulu jouer avec les autres enfants. Charles regarda par-dessus l'épaule de la maîtresse et vit sa fille assise seule sur un banc dans la cour, ses petites mains agrippées à son sac à dos.
Elle est comme ça depuis? La maîtresse hésita. Depuis que notre femme de ménage a été arrêtée, compléta Charles, la gorge nouée. Lucie était très attachée à elle? Charles sentit un nœud dans son estomac. Apparemment, plus que je ne le pensais. En voyant son père, Lucie ne courut pas vers lui comme elle le faisait d'habitude. Elle marcha lentement, en traînant les pieds. Dans la voiture, le silence persista. Charles essaya différentes approches. Des questions sur l'école, des promesses de glace, mentionnant même un nouveau film pour enfants au cinéma. Lucie répondait par monosyllabes ou secouait simplement la tête. À la maison, elle monta directement dans sa chambre. Pour la première fois depuis longtemps, Charles se sentit perdu dans sa propre maison. Il errait dans les pièces comme un fantôme, remarquant des choses qui lui avaient échappé auparavant. Le petit bloc de dessin de Lucie sur la table basse, les bracelets colorés que Clara lui avait appris à faire suspendus au miroir de sa fille. C'était comme si la maison était devenue un musée de moments dont il n'avait jamais été témoin, de conversations qu'il n'avait jamais entendues, de rires qu'il n'avait jamais partagés. Au dîner, la situation empira. Lucie se contentait de pousser la nourriture dans son assiette sans manger. « Tu dois manger, ma chérie, » dit Charles, essayant de paraître ferme mais doux. « Je n'ai pas faim, » répéta Lucie, les mêmes mots que le matin. « Lucie, regarde-moi. » Charles attendit que ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Élisabeth, croisent les siens. « Je sais que tu es contrarié. Mais la vie continue. »« Pas sans Clara, » répondit la fillette, la voix étranglée. Charles soupira. « Elle a trahi notre confiance, Lucie. »« Non, elle ne l'a pas fait. Elle ne ferait jamais ça. » Lucie laissa tomber sa fourchette avec un cliquetis métallique. « Je peux aller dans ma chambre? Tu n'as presque rien mangé. S'il te plaît. » Le mot sortit comme une supplique. Charles hocha la tête, vaincu. Lucie glissa de sa chaise et quitta la pièce, ses pas presque inaudibles sur le tapis. La maison parut soudain immense et complètement vide. Plus tard dans la nuit, Charles marchait dans le couloir quand il entendit un son doux provenant de la chambre de Lucie. Il s'arrêta devant la porte, hésitant. Ce n'étaient pas des sanglots ou des pleurs. C'était une petite voix douce qui fredonnait. Il reconnut la mélodie. C'était une berceuse qu'Élisabeth avait l'habitude de chanter. La porte était entr'ouverte. Charles jeta un coup d'œil et vit Lucie assise sur son lit, serrant un ours en peluche dans ses bras. La fillette se balançait d'avant en arrière, chantant doucement à l'ours. « Elle va revenir, » murmura Lucie au jouet. « Je la ferai revenir, je te le promets. » Charles sentit une pression dans sa poitrine. Sa fille avait l'air si petite et fragile dans cette chambre surdimensionnée. Sans réfléchir, il poussa la porte et entra. Lucie cessa de chanter mais ne le regarda pas. « Il est tard, » dit Charles en s'asseyant sur le bord du lit. « Tu devrais dormir. »« Je n'y arrive pas. » « Des cauchemars ?» Lucie hocha la tête. « Clara venait toujours quand je faisais des cauchemars. » Charles déglutit difficilement. « Je peux rester jusqu'à ce que tu t'endormes. » « Ce n'est pas pareil. » Les mots simples et sincères frappèrent Charles comme un coup de poing. Bien sûr, ce n'était pas pareil. Il n'était presque jamais là. Il ne savait pas comment réconforter sa propre fille. « Lucie, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Je sais que tu aimais beaucoup Clara. Je n'avais pas réalisé à quel point elle était importante pour toi. »« Tu ne remarques jamais rien, » répondit Lucie, sa petite voix portant une vérité que Charles ne pouvait nier. C'était vrai. À un moment donné, entre la perte d'Élisabeth et sa noyade dans le travail, il avait cessé de remarquer, cessé de voir, cessé d'écouter. Et ce n'est que maintenant, dans le silence oppressant que l'absence de Clara avait laissé, qu'il commençait à comprendre tout ce qu'il avait perdu, l'affection silencieuse qui avait grandi sous ses yeux jour après jour, sans qu'il ne s'en aperçoive jamais. La maison, qui lui avait toujours semblé de la bonne taille, était maintenant trop grande, et le vide qui s'y était installé était, ironiquement, trop petit pour être ignoré. Une semaine après l'arrestation de Clara, les doutes commencèrent à ronger Charles comme un acide lent. Non pas qu'il croyait à l'innocence de la femme de ménage, les preuves étaient trop claires, mais les mots de Lucie, sa conviction absolue, la façon dont ses yeux bleus l'accusaient silencieusement à chaque repas, tout cela pesait sur lui. La maison était devenue un champ de mines de silence. Lucie parlait à peine. Quand elle le faisait, c'était seulement pour demander à rendre visite à Clara en prison, une demande que Charles refusait à chaque fois, avec une fermeté qui diminuait à chaque fois. Ce matin-là, alors qu'il prenait son café seul, Lucie ayant refusé de descendre, Charles prit une décision. Il devait être sûr, absolument sûr.
Pas pour Clara, mais pour Lucie. Pour pouvoir regarder sa fille dans les yeux et dire, tu vois, elle a vraiment volé. Il n'y a aucun doute. Il commença par le majordome. Jenkins était un homme d'âge mûr, toujours impeccable dans son uniforme, avec un visage qui trahissait rarement ses émotions. Jenkins l'appela Charles dans son bureau. « J'ai besoin que vous soyez totalement honnête avec moi. »« Je le suis toujours, monsieur, » répondit le majordome, les mains jointes derrière le dos. « Le jour où le collier a disparu, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Quelque chose qui sortait de l'ordinaire ?» Jenkins réfléchit un instant. « Je ne peux pas dire que oui, monsieur. C'était un jour comme les autres jusqu'à ce que vous découvriez le vol. Et à propos de Clara? Un comportement suspect, de la nervosité? Mademoiselle Wright a toujours été assez réservée, monsieur. Il est difficile de remarquer des changements chez quelqu'un qui est déjà si contenu. » Charles hocha la tête, insatisfait. « Et mon frère, monsieur Brandon, était ici plus tôt ce jour-là, n'est-ce pas? » Une hésitation presque imperceptible. « Oui, monsieur. Monsieur Brandon est arrivé vers 8 heures du matin. Il a dit qu'il devait vous parler. J'étais déjà parti. »« Précisément, monsieur. Je l'en ai informé et il a dit qu'il attendrait. Il est resté dans le salon environ une demi-heure, puis il est parti. » Charles fronça les sourcils. « Une demi-heure juste pour attendre. Qu'a-t-il fait pendant ce temps? » Jenkins détourna le regard. « Je ne saurais le dire avec certitude, monsieur. J'avais mes tâches matinales à accomplir. » Quelque chose dans la façon dont le majordome évitait son regard éveilla les soupçons de Charles. « Jenkins, si vous savez quelque chose, vous devez me le dire. »« Monsieur, je ne voudrais pas porter d'accusations sans fondement. »« Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des observations, et elles pourraient être importantes. » Jenkins ajusta sa cravate, clairement mal à l'aise. « J'ai vu monsieur Brandon monter à l'étage, monsieur. J'ai pensé qu'il allait aux toilettes, mais quand je l'ai revu, il semblait agité. » Charles sentit un froid dans son estomac. « Agité? Comment? » « Nerveux. Il transpirait beaucoup, et il est parti précipitamment, sans vraiment dire au revoir. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela à la police? » Jenkins baissa les yeux sur ses propres chaussures. « Monsieur Brandon fait partie de la famille, monsieur. Il ne me semblait pas approprié de semer le doute. » Charles congédia Jenkins d'un geste, l'esprit en ébullition. Son frère à l'étage, agité. Était-ce ce que Lucie essayait de dire? Mais Brandon était son frère. La famille. Pourquoi volerait-il le collier d'Elizabeth? Madame Winters fut la suivante. La gouvernante, avec son visage perpétuellement sévère et son regard critique, accueillit les questions de Charles avec un malaise visible. « Honnêtement, monsieur Ellsworth, je n'ai jamais vraiment fait confiance à cette fille, » dit-elle en lissant son tablier immaculé. « J'ai toujours pensé qu'elle dépassait les limites, surtout avec la petite Lucie. » Quelles limites? Une femme de ménage ne devrait pas être si proche de la fille de ses employeurs. Il y avait quelque chose d'inapproprié dans la façon dont la fillette la suivait partout. Charles sentit une pointe d'irritation. « Êtes-vous en train de dire que Clara faisait quelque chose de mal en étant gentille avec ma fille? » « Je dis, monsieur, qu'il y a des lignes à respecter, une place pour chacun. » Madame Winters pinça ses lèvres minces. « Quant au vol, cela ne m'a pas surprise. Les gens comme ça finissent toujours par montrer leur vrai visage. »« Les gens comme ça? Vous savez ce que je veux dire, monsieur. » Charles savait, et cette pensée le mettait mal à l'aise. Madame Winters avait toujours eu un certain préjugé voilé contre les personnes qu'elle considérait comme ses inférieures. Ce n'était jamais explicite, mais c'était toujours là, entre les lignes de ses commentaires. « Merci pour votre opinion, Madame Winters, » dit-il sèchement en la congédiant. Le jardinier fut tout aussi peu utile. Il avait travaillé à l'extérieur de la maison ce matin-là et n'avait rien vu. La femme de chambre de l'étage dit qu'elle avait vu Clara sortir de la chambre principale en se dépêchant, mais ne pouvait pas dire si c'était inhabituel. Personne ne semblait prêt à défendre ouvertement Clara, soit parce qu'il la croyait coupable, soit par peur de contredire leur employeur. C'est alors que Charles décida de parler à Madame Palmer, la cuisinière. C'était une femme robuste de 70 ans, aux cheveux blancs toujours attachés en un chignon serré. Elle travaillait pour les Ellsworth depuis plus longtemps que tout autre employé, depuis avant la naissance de Lucie. Madame Palmer appela Charles depuis l'embrasure de la cuisine. La femme se retourna, les mains couvertes de farine. Elle ne fit aucun mouvement pour arrêter ce qu'elle faisait.
Oui, monsieur Ellsworth. J'aimerais vous poser quelques questions sur Clara. Les mains de la cuisinière s'arrêtèrent brièvement, puis reprirent leur pétrissage. Que voulez-vous savoir? Votre opinion sur elle. La connaissiez-vous bien? Assez bien. La voix de Madame Palmer était neutre, mais ses yeux derrière des lunettes à monture épaisse étaient aussi perçants que des lames. Et que pensez-vous? Était-elle capable de voler? Madame Palmer abandonna la pâte et fit face à Charles directement, ce que peu d'employés osaient faire. Cette fille est honnête, plus que beaucoup de gens ici. Et c'est elle qui a consolé votre fille quand sa mère est partie. Charles déglutit difficilement, mais garda une expression impassible. Que voulez-vous dire par là? La cuisinière s'essuya les mains sur son tablier avec des mouvements fermes. Quand Madame Elisabeth est décédée, vous vous êtes enfoui dans le travail. C'est compréhensible. Le deuil est le deuil. Mais la petite Lucie, qui a consolé cet enfant quand elle pleurait la nuit en appelant sa mère. Ce n'était pas vous, avec tout le respect que je vous dois. Il y avait des nounous, Madame Palmer, des professionnels engagés pour s'occuper de Lucie. Des nounous qui sont venus et repartis comme les saisons. Aucune n'est restée plus de quelques mois. La femme croisa ses bras sur sa large poitrine. Jusqu'à l'arrivée de Clara. Elle n'était pas une nounou. Elle était une femme de ménage, mais elle avait un don avec la fillette. Lucie s'est accrochée à elle comme une naufragée à une planche de salut. Charles sentit son visage s'échauffer. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu voler. Non, en effet. Madame Palmer retourna à sa pâte. Mais dites-moi quelque chose, monsieur Ellsworth. Clara a travaillé ici pendant 2 ans. Elle a eu accès à des bijoux, de l'argent liquide, des objets de valeur. Pourquoi voler maintenant? Et pourquoi le collier de Madame Elisabeth, de tous les objets? La question frappa Charles comme un coup de poing. C'était vrai. Clara avait eu d'innombrables occasions au fil des ans. Pourquoi maintenant? Peut-être un besoin urgent est-il apparu, argumenta-t-il, plus pour lui-même que pour la cuisinière. Ou peut-être, répondit Madame Palmer sans le regarder, plongeant ses mains dans la pâte avec une force renouvelée, que quelqu'un a vu une occasion parfaite de blâmer quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Charles sentit une vague d'irritation. Insinuez-vous que quelqu'un a piégé Clara? Madame Palmer le regarda de nouveau, ses petits yeux perçants. Je n'insinue rien, monsieur. Je suggère simplement que vous écoutiez votre fille. Les enfants voient des choses que les adultes ignorent. Ils n'ont pas encore appris à éteindre leurs yeux et leurs oreilles quand c'est pratique. Charles quitta la cuisine avec le sentiment d'avoir perdu une bataille qu'il ne savait même pas qu'il menait. Les mots de Madame Palmer le suivirent dans le couloir, lourds comme du plomb. Les conversations avec le personnel avaient laissé Charles avec plus de questions que de réponses. Jenkins, admettant que Brandon était monté à l'étage, agité, Madame Winters, avec son jugement hâtif, et Madame Palmer, la seule à avoir ouvertement défendu Clara, soulevant des questions qu'il n'avait pas envisagées. Mais ce qui le troublait le plus, c'était la certitude de Lucie. La conviction absolue dans ses yeux d'enfant quand elle disait « Clara n'a pas volé. Je sais qui l'a fait. » Cette nuit-là, après avoir mis Lucie au lit, où elle s'était allongée en silence, tournant le dos au mur dès qu'il eut fini de lire l'histoire, Charles s'enferma dans son bureau avec un verre de whisky. Les doutes tournaient maintenant dans son esprit comme un carrousel frénétique. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Brandon. « Charles, comment ça va? Est-ce que Lucie va mieux ?» Quelque chose dans la voix de son frère, une certaine tension déguisée en désinvolture, fit que Charles serra le téléphone plus fort. « Pas vraiment. Elle insiste toujours sur l'innocence de Clara. » Un bref silence à l'autre bout du fil. « Les enfants sont si loyaux, n'est-ce pas? Mais elle s'en remettra. Elle comprendra que cette femme a trahi votre confiance. » Peut-être, répondit vaguement Charles. Brandon, le jour du vol, tu étais ici le matin, n'est-ce pas? L'hésitation fut presque imperceptible. Oui, je suis passé rapidement. Je devais parler de cet investissement, tu te souviens? Mais tu étais déjà parti. Et tu as attendu une demi-heure. Quelque chose comme ça. Pourquoi? Jenkins a dit que tu es monté à l'étage. Un autre silence. Celui-ci plus long. C'est vrai. Je suis allé aux toilettes. Tu sais comment est ma vessie depuis cette infection l'année dernière. Charles ferma les yeux. Brandon n'avait jamais eu de problème de vessie. Il n'y avait jamais eu d'infection. Bien sûr, dit-il en gardant sa voix neutre. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là.
Eh bien, c'est évident ce qui s'est passé. La femme de ménage a vu une opportunité et l'a saisie. Elle avait probablement déjà un acheteur pour le collier. Ces gens-là ont toujours des contacts dans la pègre. Ces gens-là, répéta lentement Charles, comme dirait Madame Winters. Quoi? Rien. Je dois y aller. Bonne nuit, Brandon. Après avoir raccroché, Charles resta immobile, fixant le téléphone. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Un sentiment grandissant qu'il avait commis une terrible erreur de jugement. Il reprit le téléphone et composa un numéro qu'il avait enregistré des années auparavant, mais jamais utilisé. Après 3 sonneries, une voix grave répondit. Rollins. Monsieur Rollins, c'est Charles Ellsworth. Je crois que nous avons un ami commun, George Harrington. Ah, oui. George m'a dit que vous pourriez appeler un jour. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'une discrétion absolue. C'est une affaire délicate. La discrétion est mon deuxième prénom, Monsieur Ellsworth. Pourquoi ne pas nous rencontrer demain? Disons 10 heures au Harborview Café. J'y serai. Charles raccrocha, ressentant un soulagement momentané. Michael Rollins était un ancien policier qui travaillait maintenant comme détective privé. Il avait la réputation d'être méticuleux, discret et surtout efficace. S'il y avait quelqu'un qui pouvait découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, c'était lui. Le lendemain matin, après avoir déposé Lucie à l'école, un autre trajet silencieux rompu seulement par la radio à bas volume, Charles se rendit au Harborview, un café discret près des quais. Rollins était déjà là, assis à une table au fond, le dos au mur. C'était un homme d'âge mûr, aux cheveux gris coupés courts et aux yeux perçants qui semblaient enregistrer chaque détail. Il portait un costume simple mais bien coupé et ne ressemblait en rien au stéréotype du détective débraillé. Monsieur Ellsworth, salua-t-il en tendant la main. Ponctuel, j'aime ça. Charles s'assit, déclinant poliment l'offre de café. Allons droit au but, Monsieur Rollins. Il y a une semaine, un collier de grande valeur a disparu de ma maison. Une employée a été arrêtée, accusée du vol. Et vous croyez qu'elle est innocente? Demanda Rollins, les yeux fixés sur Charles. Je ne sais pas. L'aveu coûta à Charles plus qu'il ne s'y attendait. Il y avait des preuves circonstancielles. Elle était seule dans la chambre, elle y avait accès. Mais ma fille insiste sur le fait qu'elle a vu quelqu'un d'autre entrer dans ma chambre ce jour-là. Qui? Charles hésita. Mon frère, Brandon. Rollins ne montra aucune surprise. Il hocha simplement la tête comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Les enfants sont souvent des témoins fiables, vous savez. Ils remarquent des détails que les adultes ignorent, et ils n'ont aucune raison de mentir, à moins qu'ils ne protègent quelqu'un. Lucie adorait Clara, admit Charles. Elles étaient proches. Cela pourrait expliquer pourquoi votre fille veut défendre l'employé, mais cela n'explique pas pourquoi elle accuserait son oncle. Rollins prit une gorgée de son café. Sauf si elle l'a vraiment vu. Charles se frotta le visage, sentant le poids d'une semaine de nuit blanche. Je veux la vérité, Monsieur Rollins. Quelle qu'elle soit. Et êtes-vous prêt à accepter cette vérité, même si ce n'est pas celle que vous espériez? La question flotta entre eux comme un nuage lourd. Oui, répondit Charles après un moment. J'ai besoin de savoir. Rollins hocha la tête, satisfait. J'aurai besoin d'accéder à votre maison, de parler au personnel, de vérifier les registres, les caméras si vous en avez. Faites tout ce qui est nécessaire. L'argent n'est pas un problème. Il ne l'est jamais pour les gens comme vous, commenta Rollins sans ressentiment, énonçant simplement un fait. Mais la vérité coûte parfois plus que ce que l'argent peut acheter. Charles le regarda. Que voulez-vous dire? Que certaines vérités exigent que nous abandonnions des certitudes confortables. Elles exigent de l'humilité, la capacité d'admettre ses erreurs. Rollins ferma son carnet. Êtes-vous prêt pour cela, Monsieur Ellsworth? Charles ne répondit pas tout de suite. Il avait l'habitude d'être l'homme avec toutes les réponses. L'homme qui prenait des décisions difficiles sans sourciller, l'homme qui ne faisait pas d'erreur. Mais il pensa à Lucie, assise seule à la table du petit déjeuner, ses yeux bleus vides de joie. Il pensa à la voix de Madame Palmer, il pensa à Clara, une femme de 30 ans en prison pour un crime qu'elle aurait pu, juste pu, ne pas avoir commis. Je suis prêt, dit-il finalement. Rollins sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux perspicaces. Alors commençons. Et Monsieur Ellsworth? Oui. Ne parlez à personne de mon enquête, surtout pas à votre frère. Charles hocha la tête, sentant un frisson.
La vérité, réalisa-t-il, était déjà en route. La question était de savoir s'il serait vraiment prêt à l'entendre. En quittant le café, Charles sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Jusqu'à présent, il avait choisi la voie facile, accusant la personne la plus vulnérable, celle qui pouvait le moins se défendre. C'était ce que Madame Winters attendait, ce que Brandon voulait, ce que la société considérerait comme naturel. Mais s'il s'était trompé, que dirait-il à Lucy? Comment regarderait-il Clara à nouveau? Et plus important encore, comment vivrait-il avec lui-même en sachant qu'il avait détruit la vie d'une innocente? Alors qu'il retournait au manoir silencieux et vide, il pensa à Lucy. Comment il avait préféré s'accrocher aux faits froids, aux preuves, à la logique, n'importe quoi pour éviter d'affronter les sentiments de sa fille. Il était plus facile d'engager un détective pour enquêter sur le vol que de regarder une fillette de 6 ans dans les yeux et d'admettre « peut-être que je me suis trompé ». La vérité, Charles commençait à le réaliser, était comme un écho lointain. On peut l'ignorer pendant un certain temps. Prétendre ne pas l'entendre, mais finalement, elle revient plus forte, plus claire, impossible à nier. Certaines voix ne sont entendues que trop tard. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard pour lui. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'embauche du détective Rollins. Il travaillait discrètement, interrogeant le personnel lorsque Charles n'était pas là, rassemblant des registres, vérifiant les caméras de sécurité du quartier. Sa présence au manoir était presque imperceptible, exactement comme Charles l'avait demandé. Pendant ce temps, Lucy restait plongée dans son silence. Elle allait à l'école, revenait, faisait ses devoirs, mais sans vie dans les yeux, comme une petite poupée mécanique effectuant des mouvements programmés. Les rapports de la maîtresse étaient toujours les mêmes, Lucy n'interagit pas. Lucy ne participe pas. Lucy semble absente. Charles essaya tout, cadeau, sortie, histoire. Rien ne fonctionnait. Le gouffre entre eux ne faisait que s'élargir. Cette nuit-là, il avait travaillé tard dans son bureau. Documents importants, délais à respecter, réunions à préparer. Le travail avait toujours été son refuge lorsque la réalité devenait trop lourde à porter. Il était plus de minuit quand il éteignit enfin l'ordinateur et monta à l'étage. La maison était silencieuse, enveloppée dans les ombres dessinées par la nuit. Seule la faible lumière des lampes du couloir guidait ses pas. En passant devant la chambre de Lucy, il remarqua une fente de lumière sous la porte. Étrange, elle aurait dû dormir depuis des heures. Il frappa doucement. « Lucy, encore réveillée, ma chérie ?» Il n'y eut pas de réponse. Charles ouvrit lentement la porte. Lucy était assise sur le lit, serrant dans ses bras le vieil ours en peluche qu'elle avait depuis sa naissance. Elle ne sembla pas surprise de le voir. C'était comme si elle l'attendait. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Charles en entrant dans la pièce. Lucy secoua la tête. « Non, encore des cauchemars. »« Ce ne sont pas des cauchemars, » répondit-elle, sa voix petite. « Ce sont des souvenirs. » Charles s'assit sur le bord du lit, maintenant une distance qu'il ne savait comment franchir. Quel souvenir? De Clara. Du jour où ils l'ont emmenée. Charles soupira. Il revenait toujours à cela. Lucy, nous en avons déjà parlé. Je sais ce que j'ai vu, papa. Il y avait quelque chose de différent dans le ton de Lucy, une certitude, une fermeté qui la faisait paraître plus âgée que ses 6 ans. Ses yeux, si semblables à ceux d'Elisabeth, croisèrent ceux de Charles sans hésitation. Oncle Brandon est venu ici le jour du vol. Tu n'étais pas là. Je l'ai vu monter dans ta chambre et repartir vite. Charles sentit un froid dans son estomac. C'était la première fois que Lucy le disait si clairement, si directement. Pas de pleurs, pas de cris, juste les faits, présentés avec la simplicité brutale que seuls les enfants peuvent maîtriser. « Comment sais-tu que c'était ce jour-là » demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. « Parce que c'est le jour où Clara et moi faisions des bracelets. Tu te souviens, tu es rentré avec oncle Brandon et tout le monde a commencé à chercher le collier. » Charles se souvint de Lucy et Clara dans la chambre de la fillette, des fils colorés éparpillés sur le tapis. Comment n'avait-il pas fait le lien avant? « Tu es sûr d'avoir vu oncle Brandon monter dans ma chambre ?» Lucy hocha vigoureusement la tête. « J'étais allé chercher plus de fils dans le placard du couloir. Je l'ai vu regarder partout comme quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Puis il est monté très vite. Et tu as dit ça à quelqu'un? J'ai essayé de te le dire, plusieurs fois. » Les yeux de Lucy brillèrent de larmes non versées. « Mais tu n'écoutes jamais. » Les mots frappèrent Charles comme un coup physique. C'était vrai. Lucy avait essayé de parler le jour de l'arrestation de Clara. Elle avait essayé les jours suivants, et il l'avait toujours coupé,
toujours interrompu, toujours rejeté. Je t'écoute maintenant, dit-il doucement. Que as-tu vu d'autre? Il n'est pas resté longtemps à l'étage. Puis il est redescendu en courant. Il passait sa main dans ses cheveux comme ça. Lucie imita le geste nerveux que Charles connaissait si bien, un tic que Brandon avait depuis l'enfance. Quand tu es rentré avec lui plus tard, il a fait comme s'il venait juste d'arriver, lui aussi. Charles sentit quelque chose se briser en lui, une certitude, une conviction qui jusqu'à ce moment avait résisté à tous les doutes. La voix de Lucie, ignorée pendant si longtemps, résonna enfin avec clarté dans son esprit. Brandon, son propre frère. Pourquoi oncle Brandon ferait-il ça? Demanda-t-il plus à lui-même qu'à Lucie. Je ne sais pas, répondit-elle avec la franchise brutale des enfants. Les grands font parfois des bêtises. Charles déglutit difficilement. Lucie, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant, si clairement? La fillette serra plus fort son ours. Je l'ai fait, plusieurs fois. Tu ne voulais pas écouter. Une autre vérité indéniable. Combien de fois Lucie avait-elle essayé de dire exactement ce qu'elle disait maintenant? Combien de fois l'avait-il fait taire, convaincu qu'il en savait plus, comprenait plus, voyait plus? Je t'écoute maintenant, répéta Charles en se rapprochant de sa fille. Et je te crois. Lucie le regarda avec surprise, comme si ces mots étaient un cadeau inattendu. Vraiment? Vraiment. Et je vais réparer mon erreur. Pour la première fois depuis des semaines, Charles vit une lueur de vie dans les yeux de sa fille, une petite flamme d'espoir. Tu vas faire revenir Clara? Je ferai tout ce qu'il faut pour trouver la vérité. Et si la vérité est que Clara est innocente, oui, je la ferai revenir. Lucie tendit son petit doigt. Promis? Charles accrocha son doigt au sien, scellant le pacte comme il le faisait quand elle était plus petite. Promis. Quand Lucie s'endormit enfin, Charles resta près de son lit, observant son visage paisible. La première vraie fissure dans sa conviction s'était formée, et maintenant elle s'élargissait rapidement, menaçant de faire s'effondrer tout l'édifice de certitude qu'il avait construit. Brandon, son propre frère, la personne qui avait toujours été à ses côtés, qui l'avait soutenu à la mort d'Elisabeth, qui n'avait jamais remis en question sa version des faits du vol. Mais aussi la personne qui avait le plus à gagner du malheur de Clara, la personne qui avait insisté sur sa culpabilité dès le premier instant. Charles quitta la chambre de Lucie à pas lourd. La nuit était tardive, mais le sommeil était loin. Il y avait un appel à passer. Le lendemain de sa conversation avec Lucie, Charles annula toutes ses réunions. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise devrait attendre. Il y avait quelque chose de plus urgent à faire, une vérité à découvrir, une injustice possible à corriger. Assis dans son bureau, Charles fixait l'écran de l'ordinateur. Le curseur clignotait dans la barre de recherche comme une accusation silencieuse. C'était aussi simple qu'humiliant. Il n'avait jamais fait de recherche sur Clara. Il ne s'était jamais intéressé à savoir qui était vraiment la femme qui avait passé 2 ans à s'occuper de sa maison, de sa fille. La femme qu'il avait accusée de vol sans hésitation. Clara Wright, 30 ans. C'était tout ce qu'il savait. Il tapa son nom et attendit. Les résultats n'étaient pas nombreux. Clara n'avait pas de présence sur les réseaux sociaux, à l'exception d'un profil Facebook de base, inactif depuis longtemps. Il trouva une photo de remise de diplôme datant de 5 ans. Clara recevant un diplôme, souriant timidement. Une diplômée avec mention en sciences de l'éducation de l'Université d'État. Charles sentit le premier choc de la réalité. Clara n'était pas seulement une femme de ménage, c'était une enseignante qualifiée. Pourquoi travaillait-elle comme aide domestique? La réponse vint quelques clics plus tard. La récession avait entraîné la fermeture de plusieurs écoles dans la région. Des milliers d'enseignants fraîchement diplômés et sans expérience se retrouvèrent sans opportunité. Un article de journal local mentionnait Clara comme bénévole dans un programme d'alphabétisation pour adultes. Un autre la montrait à un événement caritatif pour enfants défavorisés. Une femme éduquée, dévouée à sa communauté, qui avait dû prendre un emploi de femme de ménage pour survivre. Ai-je condamné une innocente juste parce qu'elle était jeune et sans défense? Murmura Charles pour lui-même, la gorge soudainement sèche. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Rollins. Monsieur Ellsworth, nous devons nous parler en personne. J'ai trouvé quelque chose. Une demi-heure plus tard, Charles se gara devant un petit café du centre-ville. Rollins était déjà là, une mallette en cuir usé sur la table. Merci d'être venu si vite, dit le détective en lui désignant la chaise en face de lui. Charles s'assit, tendu. Qu'avez-vous trouvé?
Rollins ouvrit la mallette et fit glisser une photographie sur la table. C'était un reçu de prêteur sur gage. Le collier est réapparu. Ou plutôt, je l'ai trouvé dans une boutique de prêt sur gage de l'autre côté de la ville. Établissement discret, clientèle choisie. Pas le genre d'endroit qu'une femme de ménage sans casier judiciaire saurait trouver. Charles prit le reçu, sentant son cœur s'accélérer. Comment saviez-vous où chercher? Je ne savais pas. J'ai visité 23 boutiques de prêt sur gage ces 10 derniers jours. Rollins esquissa un demi-sourire. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas de supercalculateur et de logiciel de reconnaissance faciale. Et combien ont-ils payé pour ça? 20 000. Une fraction de sa valeur réelle. Qui l'a vendu? Rollins fit glisser une autre feuille de papier. Une copie d'une fausse carte d'identité avec une photo de mauvaise qualité. Un homme nommé James Peterson. Fausse identité, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est la description du vendeur. Charles retint son souffle. Et à quoi ressemblait-il? Grand, élégant, bien habillé, parlant comme quelqu'un d'éduqué, probablement d'une famille riche. Mais il était nerveux, très nerveux. Les mains qui tremblaient, regardant constamment par-dessus son épaule. Charles ferma les yeux. Brandon. Ça devait être lui. Le vendeur a dit une autre chose, continua Rollins. L'homme avait un tic. Il n'arrêtait pas de passer sa main dans ses cheveux, comme ça. Il fit le geste. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Le même geste que Lucie avait décrit la nuit précédente. Le tic nerveux de Brandon depuis l'enfance. Je veux ce collier, dit Charles, la voix ferme. Déjà réglé. J'ai expliqué la situation, montré les documents du collier. Ils ont accepté de le rendre contre le remboursement des 20 000. Et la police? Rollins hésita. Je ne les ai pas encore impliqués. J'ai pensé que vous voudriez peut-être vérifier quelques petites choses d'abord. Charles comprit l'implication. Rollins lui donnait une chance d'affronter Brandon avant de rendre les choses officielles. Une courtoisie professionnelle, ou peut-être juste de l'empathie humaine. Merci, dit-il simplement. Après avoir quitté le café, Charles ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il se rendit à l'immeuble où travaillait Brandon, une société d'investissement dans le quartier financier. Il n'avait pas de plan, juste un besoin viscéral d'affronter son frère, de le regarder dans les yeux et de lui demander pourquoi. Mais Brandon n'était pas là. Sa secrétaire, une femme efficace aux lunettes à monture épaisse, l'informa qu'il avait pris quelques jours de congé. Affaire personnelle, expliqua-t-elle sobrement, sans entrer dans les détails. Charles la remercia et partit, plus perplexe qu'avant. Brandon ne prenait jamais de jours de congé. Il était aussi accro au travail que lui. Il décida de passer à l'appartement de son frère, un luxueux appartement dans l'est de la ville. Le portier, qui connaissait Charles depuis des années, l'informa que Brandon n'était pas là. Il est parti hier avec 2 valises. Il a dit qu'il serait absent un moment. Le sentiment d'alarme grandit. Brandon était-il en train de fuir? De retour dans la voiture, Charles appela Rollins. Mon frère est parti. A pris des jours de congé, est parti avec des valises. Ce n'est pas normal. Combien doit-il? Demanda directement Rollins. Que voulez-vous dire? Les hommes comme votre frère ne volent pas des héritages familiaux pour le plaisir, monsieur Ellsworth. Ils le font quand ils sont désespérés. Alors, combien doit-il? Et à qui? Charles ne sut que répondre. La vie financière de Brandon avait toujours été un mystère. Il gagnait bien sa vie, vivait bien, mais semblait toujours avoir besoin de plus. Des petits prêts occasionnels, des investissements dans lesquels il demandait à Charles de s'associer, des affaires qui ne se concrétisaient jamais vraiment. Je ne sais pas, admis, mais je vais le découvrir. Au cours des heures suivantes, Charles plongea dans la vie financière de son frère avec une détermination qui le surprit lui-même. Il appela des amis communs, des partenaires commerciaux, même le comptable de l'entreprise qui gérait les finances personnelles de Brandon. Ce qu'il découvrit le laissa glacé. Brandon devait de l'argent à des usuriers. Beaucoup. Paris sportifs, parties de poker à enjeux élevés, investissements risqués qui ont mal tourné. Une spirale de dettes qui s'était creusée depuis au moins 2 ans. Il est endetté par-dessus la tête, monsieur Ellsworth, confia le comptable, après de nombreuses insistances sur la confidentialité de la conversation. J'ai essayé de le prévenir, de le pousser à chercher de l'aide. Mais votre frère, il croit toujours que la prochaine grosse affaire résoudra tout. L'image de Brandon que Charles avait toujours cultivée,
Le frère responsable, compétent, équilibré, s'effrita à chaque nouvelle révélation. Quand il rentra chez lui, il était déjà tard. Lucie dormait, un petit soulagement. Charles n'aurait pas su quoi lui dire maintenant, l'esprit en ébullition. Il s'assit dans le bureau sombre, seule la lampe de bureau éclairant les papiers qu'il avait rassemblés pendant la journée. Relevés bancaires, rapports de crédit, registres de prêts, tous racontant la même histoire de désespoir financier croissant. Le téléphone sonna une fois de plus. C'était Rollins. J'ai parlé à plus de gens au prêteur sur gage. L'homme qui a vendu le collier a dit qu'il avait besoin de l'argent pour payer une dette urgente. A mentionné quelque chose comme quoi il n'attendrait plus. Il était terrifié. Charles ferma les yeux. Brandon menacé par des usuriers, assez désespérés pour voler le collier d'Elizabeth, le bijou le plus précieux et le plus personnel que Charles possédait. Et pour Clara ? Demanda-t-il, la voix étranglée. J'ai tout vérifié. Compte bancaire, antécédents professionnels, vérification d'antécédents. Rien. Absolument rien qui suggère une activité suspecte. Elle est exactement ce qu'elle semble être, une femme travailleuse et honnête qui a eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Les mots tombèrent sur Charles comme des pierres. Clara était innocente, l'avait toujours été, et il l'avait envoyée en prison sans hésitation. J'ai été un imbécile, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Rollins. La décision vous appartient, monsieur Ellsworth. Je peux apporter les preuves à la police immédiatement. Votre femme de chambre serait libre en quelques jours. Votre frère, en revanche ? Charles comprit l'implication. Brandon ferait face à de graves accusations, vol, fraude, usurpation d'identité. Des années de prison. Je dois réfléchir, dit-il finalement. Après avoir raccroché, Charles resta immobile dans l'obscurité du bureau. Les heures passèrent tandis que son esprit rejouait chaque instant depuis la disparition du collier. Chaque décision, chaque erreur. L'image de Clara emmenée par la police pendant que Lucie hurlait. La conviction facile, presque automatique, que la femme de ménage était coupable. La façon dont il avait ignoré les protestations de sa fille, les incohérences de l'histoire, les signes que quelque chose n'allait pas. La question qu'il s'était posée plus tôt avait maintenant une réponse douloureusement claire. Oui. Et pourquoi ? Parce que c'était pratique. Parce qu'une femme de ménage coupable avait plus de sens dans son monde organisé qu'un frère désespéré et menteur. Parce que Clara n'avait pas d'importance. Pas vraiment. Elle n'était que la femme de ménage. Une figure sans visage, sans histoire, sans humanité. Charles se leva et se dirigea vers la fenêtre. La nuit était claire, étoilée. Quelque part dans la ville, Clara était dans une cellule, payant pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Seule, confuse, trahie. Pour la première fois, Charles la vit vraiment. Pas comme une femme de ménage, une fonction, un rôle social, mais comme une personne. Une femme de 30 ans, intelligente, éduquée, gentille avec sa fille. Une femme qui réconfortait Lucie pendant ses cauchemars, qui lui apprenait à faire des bracelets, qui apportait de la lumière dans une maison qui s'était assombrie après la mort d'Elizabeth. Une femme dont il avait détruit la vie avec une seule accusation. La décision se forma dans son esprit avec une clarté cristalline. Il prit le téléphone et composa le numéro de Rollins. « Apportez tout à la police demain matin à la première heure », dit-il sans préambule. « Je veux que Clara soit libre le plus vite possible. » « Et votre frère ?» Charles ferma les yeux. Brandon était sa famille. Son seul frère. Un complice d'enfance et un confident. Un soutien dans les moments difficiles. Mais aussi l'homme qui avait volé le collier d'Elizabeth, qui avait laissé une innocente se faire arrêter, qui avait menti sans vergogne pendant qu'un autre subissait les conséquences de ses actes. « Faites ce qui est nécessaire, répondit-il finalement. La vérité doit éclater complètement. En raccrochant, Charles sentit un poids immense quitter ses épaules, remplacé par un autre, différent. Le poids de la responsabilité. Il devrait réparer ce qu'il avait brisé. Il devrait affronter Clara, lui demander pardon, essayer de la dédommager d'une manière ou d'une autre, même s'il savait que rien ne pourrait effacer les jours qu'elle avait passés injustement en prison. Et il devrait tout expliquer à Lucie. Comment le père en qui elle avait confiance avait si complètement échoué, ignorant sa voix, dévalorisant son témoignage. Le doute qui avait commencé comme une petite fissure s'était maintenant agrandi, abattant des murs, exposant des vérités qui ne pouvaient plus être niées. Et au milieu des ruines, Charles voyait enfin clairement, pas seulement ce qui était arrivé au collier, mais quelque chose de beaucoup plus profond sur lui-même, sur ses préjugés, sur l'homme qu'il était devenu.
La question n'était plus, ai-je condamné une innocente, mais comment puis-je devenir le genre d'homme qui ne ferait plus jamais une telle erreur? Avant d'aller à la police, il y avait un arrêt. Charles devait avoir une conversation inévitable, aussi douloureuse soit-elle. Le jour se leva couvert, avec une fine bruine qui estompait les contours de la ville. Charles conduisait en silence, les mains agrippées au volant avec une force inutile. Les preuves rassemblées par Rollins étaient sur le siège passager, dans une mallette en cuir marron. Des preuves irréfutables de la culpabilité de Brandon. Mais il n'avait pas besoin de preuves. Il avait besoin d'entendre la confession de la bouche de son propre frère. Contrairement à ce que le portier avait dit la veille, Brandon n'avait pas voyagé. Charles l'avait découvert après un appel à leur mère, qui avait mentionné nonchalamment que son plus jeune fils lui avait rendu visite cet après-midi-là. Il semblait nerveux, avait-elle commenté, il disait qu'il pensait prendre de longues vacances. Fuir. Brandon préparait sa fuite. L'immeuble où vivait son frère était un édifice élégant de l'est de la ville, avec une façade de verre et de marbre. Le genre d'endroit qui nécessitait un salaire généreux ou des dettes croissantes pour être entretenu. Charles se gara et monta directement sans s'annoncer. Il connaissait la routine de Brandon. À cette heure matinale, il serait en train de se préparer à partir, prenant son café tout en consultant ses emails sur sa tablette. Il s'arrêta devant la porte et prit une profonde inspiration avant de sonner. Une fois, 2 fois, 3 fois. Silence. Il était sur le point de renoncer quand il entendit un mouvement de l'autre côté. La porte s'ouvrit juste assez pour révéler le visage de Brandon. Yeux injectés de sang, mal rasés, cheveux en désordre. Charles. Il semblait sincèrement surpris. Que fais-tu ici si tôt? Nous devons parler. Brandon hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule dans l'appartement comme pour vérifier s'il était présentable ou s'il y avait quelque chose à cacher. Ce n'est pas le bon moment. Je suis pressé. Charles posa sa main sur la porte, l'empêchant de se fermer. Ça ne prendra pas longtemps. Quelque chose dans le ton de sa voix, une fermeté inhabituelle, une détermination froide, fit reculer Brandon et ouvrir complètement la porte. L'appartement était en désordre. Vêtements éparpillés, valises à moitié ouvertes, papiers empilés chaotiquement sur la table. L'odeur de café frais se mêlait à une faible odeur d'alcool. « Tu pars en voyage ?» demanda Charles, bien que la réponse soit évidente. « Une retraite. J'ai besoin de me vider la tête. » Brandon essaya de sourire, mais le résultat ne fut qu'une grimace nerveuse. « Tu veux un café? Je viens de le faire. »« Non, merci. Je ne compte pas rester longtemps. » Brandon passa une main dans ses cheveux, ce tic familier, maintenant chargé d'une toute nouvelle signification. Il se dirigea vers la cuisine ouverte et se versa une tasse de café, plus pour avoir quelque chose à faire de ses mains que par besoin. Alors, de quoi devons-nous parler? Charles décida d'aller droit au but. Il posa la mallette sur la table basse et l'ouvrit, révélant les photos, les reçus et les documents. Tu étais là le jour du vol. Brandon se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres, les yeux fixés sur les papiers éparpillés, puis sur le visage de Charles. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, Brandon, c'est fini. Le collier a été retrouvé chez le prêteur sur gage. Avec ta description, ta fausse identité. Toute couleur quitta le visage de Brandon. Il posa la tasse sur le comptoir avec précaution, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise non seulement la porcelaine, mais toute la façade qu'il avait construite. Tu ne comprends pas. Commença-t-il, sa voix à peine un murmure. Alors explique-moi. Brandon se dirigea vers la fenêtre, le dos tourné à Charles. La pluie avait redoublé, battant contre la vitre à un rythme irrégulier. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Mais tu l'as fait. Clara est en prison depuis des semaines, accusée d'un crime que tu as commis. Brandon se retourna, les yeux brillants de larmes non versées. Je ne l'avais pas prévu. Ce n'était pas prémédité. J'avais juste besoin d'argent de toute urgence. Pourquoi? J'étais endetté par-dessus la tête. Le jeu. Les paris. On m'a menacé. Sa voix se brisa. Ils m'ont donné un délai. Ils ont dit que ce serait la dernière fois qu'ils demanderaient gentiment. Charles sentit un mélange de colère et de pitié. Brandon avait toujours été le frère le plus faible, plus susceptible à la pression, plus enclin à prendre des raccourcis. Alors, tu as décidé de voler le collier d'Elizabeth. Brandon baissa les yeux. Je savais que tu le gardais dans le tiroir. Je savais ce qu'il valait. Je pensais que tu mettrais du temps à le remarquer, que je pourrais le remettre plus tard.
Mais je l'ai remarqué. Oui. Le jour même. Brandon eut un rire amer. Et puis tu as appelé la police, et cette fille était là? Clara. Clara. Brandon répéta le nom comme s'il l'essayait pour la première fois. Alors, elle était parfaite. La femme de ménage qui nettoyait ta chambre. Qui avait accès. Que personne ne remettrait en question. Charles sentit la colère monter, chaude et suffocante. Tu as vu une innocente être accusée et tu n'as rien dit. Qu'est-ce que je pouvais dire? Désolé, c'était moi? J'aurais été arrêté. Et maintenant, Clara est en prison à ta place. Brandon se passa les mains sur le visage, se frottant les yeux avec force. Je sais que c'est terrible. Mais tu ne comprends pas ce que c'est que d'être désespéré, Charles. Tu ne l'as jamais été. N'as-tu pas pensé? Charles fit un pas en avant, sa voix s'élevant. Tu as laissé une jeune femme de 30 ans se faire arrêter, innocente. Je suis désolé. Les mots sortirent faibles, pathétiques dans leur inadéquation. Tu es désolé? Charles secoua la tête, incrédule. Désolé ne répare rien, Brandon. Ça n'efface pas ce que tu as fait. Ça ne rend pas à Clara des semaines de sa vie. Que veux-tu que je fasse? Le ton était presque suppliant. Je veux que tu assumes. Que tu ailles à la police et que tu avoues. Que tu laves son nom. Brandon baissa les yeux, le regard fixé sur le sol. Son silence était une réponse suffisante. Tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Constata Charles, la déception évidente dans sa voix. Je ne peux pas aller en prison, Charles. Je n'y survivrai pas. Et Clara, elle mérite d'y être? Brandon ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse possible qui ne le condamnerait pas davantage. Charles rassembla les documents et les remit dans la mallette. Sa décision était déjà prise. Je vais à la police aujourd'hui, avec ou sans toi. Charles, s'il te plaît. Brandon fit un pas vers lui, les yeux suppliants. Nous sommes frères. De la même famille. La famille ne fait pas ce que tu as fait. Charles se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Tu as jusqu'à midi. Si tu ne te rends pas volontairement, j'apporte tout à la police. Brandon ressemblait à un noyé, cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. Tu ruinerais vraiment ma vie pour une simple femme de ménage? La question flotta dans l'air, chargée de toutes les suppositions, les préjugés et les privilèges que Charles lui-même avait partagés jusqu'à récemment. Non, Brandon. Tu as ruiné ta propre vie. Et tu as failli détruire celle d'une innocente au passage. Charles sortit, fermant fermement la porte derrière lui. Dans le couloir silencieux de l'immeuble luxueux, il ressentit un mélange suffocant de honte et d'indignation. Honte de partager le sang de quelqu'un capable d'une telle lâcheté. Indignation d'avoir été si aveugle, si prêt à croire le pire de Clara et le meilleur de Brandon. Alors qu'il retournait chez lui, la pluie tomba plus fort, comme si le ciel lui-même partageait son indignation. Une question résonnait dans son esprit, sans réponse. Comment répare-t-on quelque chose d'aussi complètement brisé? Charles retourna chez lui sous la pluie maintenant battante. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise dans un rythme régulier, comme un métronome marquant les minutes de son voyage silencieux. À chaque pâté de maison, il sentait le poids de la conversation avec Brandon, le poids de ses propres échecs, le poids de l'injustice qu'il avait laissé se produire. Parfois, la vérité ne libère pas. Parfois, elle ne fait que transférer le fardeau d'une épaule à l'autre. Lorsqu'il se gara dans l'allée du manoir, il remarqua que quelque chose était différent. La lumière dans la chambre de Lucie était allumée, bien qu'il ne soit que 7h30 du matin. Elle ne se réveillait habituellement pas avant 8h, quand Madame Winters venait l'appeler pour le petit déjeuner. Charles entra doucement dans la maison, laissant son manteau mouillé sur le porte-manteau dans le hall. Il monta les escaliers, sentant chaque marche comme une petite montagne à gravir. Comment allait-il tout expliquer à Lucie? Comment allait-il dire qu'elle avait eu raison depuis le début? Que le père en qui elle était censée avoir confiance n'avait pas réussi à l'écouter? La porte de la chambre de Lucie était entr'ouverte. Charles frappa doucement avant de la pousser. Lucie était assise sur le bord de son lit, encore en pyjama, ses cheveux blonds en désordre encadrant son petit visage. Elle serrait le vieil ours en peluche contre sa poitrine, comme elle le faisait toujours quand elle était anxieuse. Ses yeux bleus rencontrèrent immédiatement ceux de Charles, vifs et alertes. « Tu es allé voir oncle Brandon, dit-elle. Ce n'était pas une question. Charles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment le savait-elle? Oui, répondit-il simplement en entrant dans la pièce.
Comment le savais-tu? Je t'ai entendu parler à l'homme au chapeau hier, disant que tu allais affronter oncle Brandon. L'homme au chapeau. Rollins et son vieux feutre marron, une relique de son temps comme policier. Charles n'avait pas réalisé que Lucy les avait entendus. Tu écoutais aux portes? Demanda-t-il, incapable de cacher une légère surprise. Lucy haussa les épaules, un geste si adulte qu'il semblait déplacé sur sa petite silhouette. Vous parliez de Clara. Je voulais savoir. Charles hocha la tête, comprenant. Bien sûr, elle voulait savoir. Pendant que les adultes complotaient et prenaient des décisions, Lucy attendait, inquiète pour la seule personne qui l'avait vraiment écoutée, qui avait été là quand elle en avait le plus besoin. Je peux m'asseoir? Demanda Charles en désignant le bord du lit. Lucy se décala légèrement sur le côté, faisant de la place. Charles s'assit, gardant une petite distance. Il ne savait pas par où commencer. Comment pouvait-il résumer tout ce qu'il avait découvert, tout ce qu'il avait ressenti, en mots qu'une fillette de 6 ans pourrait comprendre? Oncle Brandon a pris le collier de maman, dit-il finalement, optant pour la vérité directe. Tu avais raison depuis le début. Lucy ne montra aucune surprise. Elle hocha simplement légèrement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà avec une certitude absolue. Il a avoué? Oui. Charles hésita. Il avait des ennuis. Il devait de l'argent à des gens dangereux. Il était désespéré. Lucy fronça les sourcils, traitant l'information. Mais pourquoi a-t-il laissé Clara se faire arrêter? Elle n'a rien fait. La question, si simple, si directe, frappa Charles de plein fouet. C'était le cœur même du problème, celui qui révélait la véritable faiblesse morale de Brandon, et par extension, la sienne. Parce que c'est un lâche, répondit Charles, sa voix plus dure qu'il ne l'avait prévu. Parce qu'il était plus facile de laisser quelqu'un d'autre porter le blâme. Et tu l'as cru, lui, pas moi. Encore une fois, ce n'était pas une question, juste une constatation. Charles sentit son cœur se serrer. Oui, Lucy. J'ai fait une terrible erreur. Un lourd silence s'installa entre eux. Dehors, la pluie continuait, tapant contre la fenêtre à un rythme régulier, comme si elle applaudissait la douloureuse honnêteté qui émergeait enfin. « Tu vas faire revenir Clara ?» demanda enfin Lucy, sa petite voix remplie d'espoir. « Je vais faire tout ce que je peux. Je vais à la police aujourd'hui avec toutes les preuves. J'engagerai les meilleurs avocats. Je ferai tout ce qu'il faut pour la faire libérer. » Lucy étudia le visage de son père pendant un long moment, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. Puis, avec une simplicité dévastatrice, elle demanda « Est-ce que tu m'écoutes, maintenant ?» La question était si innocente et pourtant si profonde que Charles sentit ses yeux piqués de larmes non versées. Dans ces 5 mots simples résidait tout le cœur du problème. Pas seulement le vol, l'emprisonnement injustifié, la trahison du frère, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental, l'incapacité d'écouter un enfant qui ne disait que la vérité. Charles glissa du lit et s'agenouilla devant sa fille, se mettant à sa hauteur. Il voulait qu'elle voie sa sincérité, qu'elle sente à quel point ces mots étaient vrais. Oui. Et je suis désolé de ne pas t'avoir écouté avant, ma chérie. Tu savais depuis le début. Les yeux de Lucy brillèrent de larmes non versées. Un instant, Charles craignit qu'elle ne le rejette, que la confiance brisée soit irréparable. Mais alors, avec la capacité de pardon que seuls les enfants possèdent dans sa forme la plus pure, Lucy lâcha l'ours en peluche et ouvrit les bras. Charles la serra dans ses bras, sentant son petit corps fragile contre le sien. Un sanglot s'échappa, puis un autre. Il ne pouvait dire si c'était les siens ou ceux de Lucy. Peut-être appartenait-il à tous les deux. Des larmes de soulagement, de remords, d'espoir. C'était plus qu'un câlin. C'était des excuses. C'était une promesse de faire mieux. C'était la reconnaissance que parfois, ceux que nous considérons trop petits pour comprendre sont ceux qui voient le plus clairement. Ils restèrent ainsi longtemps, tandis que la pluie dehors se calmait progressivement, comme si le ciel lui-même reconnaissait que les larmes avaient déjà fait leur travail de nettoyage. Quand ils se séparèrent enfin, Charles vit quelque chose sur le visage de Lucy qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. Un petit sourire. Timide, mais réel. « Nous allons ramener Clara à la maison, » dit-il, non pas comme une question, mais comme une promesse solennelle. Lucy hocha sérieusement la tête. « Est-ce qu'elle nous pardonnera ?» La question flotta dans l'air, lourde d'implications. « Nous. » Pas seulement Charles, mais Lucy aussi, comme si elle partageait le blâme. Comme si elle sentait qu'elle avait aussi échoué à un certain niveau. « Je suis sûr qu'elle le fera, » répondit Charles, bien qu'il n'en ait aucune certitude. « Et si elle ne le fait pas ?»
nous lui donnerons tout le temps dont elle a besoin. Lucie sembla satisfaite de la réponse. Elle descendit du lit et tendit la main à son père, un geste si petit et si significatif. « Petit déjeuner ?» demanda-t-elle avec une normalité qui ressemblait à un cadeau précieux après des semaines de silence et de douleur. Charles prit sa petite main dans la sienne. « Petit déjeuner ?» approuva-t-il. Ensemble, ils quittèrent la chambre et descendirent les escaliers. Père et fille, unis non seulement par le sang, mais maintenant par quelque chose de plus profond. Une vérité partagée, une reconnaissance des erreurs, une promesse de réparation. Des retrouvailles qui étaient aussi une rédemption. Un début, pas une fin. Charles n'était jamais entré dans une prison auparavant. Le bâtiment gris et imposant, avec ses hauts murs et ses fenêtres étroites, semblait déplacé dans le paysage urbain, un rappel constant que tout le monde ne partageait pas la même liberté. Après être passé par des détecteurs de métaux, des fouilles et des procédures de sécurité, Charles fut conduit dans une salle de visite. Ce n'était pas comme dans les films. Pas de cloison en verre, pas de téléphone pour communiquer. Juste une simple pièce avec des tables et des chaises en plastique boulonnées au sol. Un garde se tenait discrètement dans un coin, observant sans interférer. Charles s'assit, les mains légèrement moites. Que dirait-il à Clara? Comment pourrait-il demander pardon pour quelque chose d'aussi grave? La porte de l'autre côté de la pièce s'ouvrit, et Clara entra, accompagnée d'un autre garde. Charles faillit ne pas la reconnaître. Pas à cause de l'uniforme orange de la prison, ni de ses cheveux blonds qui manquaient de leur éclat habituel. C'était son expression, un mélange de prudence et de résignation qu'il n'avait jamais vu sur son visage auparavant. Clara s'arrêta un instant en le voyant, clairement surprise. Elle s'attendait probablement à son avocat, pas à l'homme qui l'avait envoyé dans cet endroit. « Monsieur Ellsworth » dit-elle formellement en s'approchant de la table. « Clara » répondit Charles, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Elle s'assit en face de lui, maintenant une posture droite et digne. Ses mains, que Charles se souvenait toujours en mouvement, nettoyant, organisant, tressant des bracelets avec Lucie, reposaient maintenant tranquillement sur la table. « Je ne pensais pas avoir le choix », répondit-elle honnêtement. Charles sentit le coup. Bien sûr qu'elle pensait ça. Dans la hiérarchie qu'il avait lui-même établie, ce qui était une demande du patron n'était qu'un ordre déguisé. « Vous avez toujours le choix, Clara. Toujours. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Dehors, la vie continuait. À l'intérieur, le temps semblait suspendu, comme s'il attendait que des vérités soient dites avant de pouvoir reprendre son cours. « Lucie demande de tes nouvelles tous les jours », dit finalement Charles. Quelque chose changea sur le visage de Clara. Un adoucissement, une lumière dans ses yeux qui étaient ternes jusqu'alors. Comment va-t-elle? Triste. En colère. Plus sage que n'importe quelle fillette de 6 ans ne devrait l'être. Charles hésita. Elle savait depuis le début. Elle a essayé de me le dire. Je n'ai pas écouté. Clara hocha légèrement la tête, sans surprise. Lucie a toujours été observatrice. Elle voit des choses que la plupart des gens ignorent. Elle a vu Brandon entrer dans ma chambre ce jour-là. Elle a essayé de le dire à tout le monde, personne ne l'a cru. Clara leva les yeux, croisant ceux de Charles pour la première fois. Brandon? Votre frère? Charles sentit le poids de la honte augmenter. Elle ne savait même pas qui lui avait vraiment fait du tort. Oui. C'est lui qui a volé le collier. Il a avoué. Clara absorba l'information en silence. Son visage ne montrait ni colère, ni triomphe, juste une acceptation lasse. Pourquoi? Des dettes. Le jeu. Il était menacé. Charles fit un geste vague de la main. Rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Rien ne justifie ce qu'il a fait. Ce que nous avons fait. Clara détourna le regard, son regard fixé sur un point lointain du mur opposé. 3 semaines, dit-elle doucement. 3 semaines ici, à me demander ce que j'aurais pu faire de mal, à essayer de comprendre pourquoi tout le monde a si facilement cru que j'étais capable de voler. La réponse flottait dans l'air, non dite, mais parfaitement claire. Parce qu'elle était la femme de ménage. La personne jetable. Celle qui n'appartenait pas vraiment à ce monde. Je suis venu vous demander pardon, Clara. Charles se pencha en avant, les yeux fixés sur le visage de la jeune femme. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que les mots ne peuvent pas effacer ce que vous avez vécu. Mais j'ai besoin que vous sachiez à quel point je suis désolé, à quel point j'ai honte de ce que j'ai fait. Clara le regarda de nouveau. Il y avait une maturité dans son regard qui dépassait ses 30 ans.
La maturité forcée de quelqu'un qui avait appris de la pire des manières comment le monde fonctionne vraiment. Vous vous êtes occupé de ma fille comme personne d'autre, et je vous ai traité comme si vous n'étiez rien. Les mots sortirent avec plus d'émotion que Charles ne l'avait prévu, chargés d'une vérité qu'il ne pouvait voir dans toute son étendue que maintenant. Clara avait été plus qu'une femme de ménage. Elle avait été un ange pour Lucie quand il était trop occupé par ses propres problèmes pour remarquer le vide dans la vie de sa fille. « Je ne faisais que mon travail », répondit Clara. Mais il y avait une douceur dans sa voix qui n'était pas là avant. « Non, vous avez fait bien plus. Lucie m'a parlé des cauchemars après la mort de sa mère. Comment vous vous réveilliez au milieu de la nuit pour la réconforter? Comment vous lisiez des histoires, lui appreniez des choses, jouiez avec elle? Ce n'était pas dans votre contrat, Clara. C'était de la gentillesse. Pure et simple. » Clara baissa les yeux et Charles réalisa qu'elle retenait ses larmes. 3 semaines de prison n'avaient pas brisé sa dignité, mais un mot gentil, une reconnaissance sincère, coupait plus profondément. « Je suis allé à la police ce matin, » continua Charles. « J'ai apporté toutes les preuves. Le collier retrouvé, l'aveu de Brandon, le témoignage de Lucie. Ils traitent votre libération en ce moment même. » Clara leva les yeux, ses yeux grands ouverts de surprise. « Je sors ? Aujourd'hui, si tout se passe comme prévu. » Charles fit une pause. « J'ai engagé les meilleurs avocats. Ils préparent une plainte pour dommages moraux. Vous recevrez une compensation financière importante. »« Je ne veux pas de votre argent, » répondit immédiatement Clara, un éclair de fierté dans les yeux. « Je sais. Mais c'est le moins que je puisse faire. Utilisez-le pour recommencer votre vie, pour étudier, voyager, faire tout ce dont vous avez toujours rêvé. » Clara ne répondit pas. Elle semblait absorber la réalité que le cauchemar se terminait, que les portes de la prison s'ouvriraient et qu'elle retournerait au monde extérieur. « Et Lucie ? » demanda-t-elle finalement. « Puis-je la voir ?» Charles sentit sa poitrine se serrer. Même après tout, la première préoccupation de Clara était pour sa fille. « Elle t'attend. » En fait, il hésita, ne sachant pas s'il devait continuer. « J'aimerais vous proposer de reprendre votre travail. Pas comme femme de ménage. Comme tutrice officielle de Lucie, avec un salaire correspondant à votre diplôme en éducation. » Clara le dévisagea, la surprise évidente sur son visage. « Comment savez-vous pour mon diplôme ? J'ai fait des recherches sur vous. Trop tard, je sais, mais je l'ai fait. » Un silence pensif s'installa entre eux. Clara semblait peser l'offre, considérant les avantages et les inconvénients de retourner dans un lieu qui avait été le théâtre de tant d'injustices. « Je comprendrai si vous ne voulez pas, » ajouta rapidement Charles. « En fait, il serait parfaitement compréhensible que vous ne vouliez plus jamais me voir. Mais Lucie, vous lui manquez terriblement. »« Je dois réfléchir, » répondit finalement Clara. « À tout. À ce que je veux faire maintenant. »« Bien sûr. Tout le temps qu'il vous faudra. » Le garde s'approcha, indiquant que l'heure de la visite était presque terminée. Charles se leva, sentant qu'il y avait plus, beaucoup plus à dire, mais sachant que certaines choses avaient besoin de temps. « Merci de m'avoir vu, Clara. Et encore une fois, du fond du cœur, je suis désolé. » Clara hocha la tête, ne promettant rien, mais ne rejetant pas explicitement ses excuses. C'était plus que ce que Charles méritait, et il le savait. 5 heures plus tard, Charles attendait sur le parking de la prison, appuyé contre sa voiture. L'avocat avait appelé. La libération était traitée, les documents signés. Clara sortirait d'un moment à l'autre. Le soleil de l'après-midi baignait la cour grise d'une lumière dorée qui semblait presque ironique, comme si la nature essayait de compenser par la beauté ce que les hommes avaient construit avec froideur. Enfin, les portes s'ouvrirent. Clara sortit, portant un petit sac avec ses affaires. Elle avait troqué l'uniforme de la prison pour ses propres vêtements, un simple jean et un chemisier bleu clair. Elle s'arrêta un instant, respirant profondément l'air frais, comme pour laver de ses poumons les semaines de confinement. Charles s'approcha avec hésitation, ne sachant pas si sa présence serait la bienvenue. « Je peux vous ramener chez vous ?» Clara le regarda longuement. « Merci, mais je vais appeler un taxi. J'ai besoin d'un peu de temps seul. » Charles hocha la tête, respectant sa décision. « Je comprends. Mais si vous changez d'avis sur l'offre d'emploi ? Ou si vous voulez juste voir Lucie ? » « Demain, » dit Clara, le surprenant. « Je passerai demain voir Lucie. Juste elle, pour l'instant. » Un petit sentiment de soulagement envahit Charles. C'était un début. Un petit pas dans la bonne direction. Elle sera ravie. Le lendemain,
À 14 heures précises, la sonnette du manoir Ellsworth retentit. Lucy, qui avait passé toute la matinée à alterner entre le rangement frénétique de sa chambre et l'observation anxieuse par la fenêtre, courut vers la porte avant qu'aucun adulte ne puisse l'atteindre. « Attends, Lucy » appela Charles, descendant rapidement les escaliers. « Laisse-moi vérifier d'abord. » Mais il était trop tard. Lucy avait déjà ouvert la porte, et là se tenait Clara, portant une robe simple et un petit sac cadeau. Un instant, personne ne bougea. C'était comme si le temps s'était figé, comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant la suite. Puis Lucy poussa un cri de joie pure et cristalline, et courut vers Clara, la serrant dans ses bras avec toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. « Tu es revenu. Tu es revenu », répétait-elle comme un mantra alors que des larmes de bonheur coulaient sur son visage. Clara s'agenouilla, serrant Lucy en retour avec la même intensité. Ses yeux étaient également humides, mais il y avait un sourire sur son visage. Un vrai sourire qui atteignait ses yeux d'une manière que Charles n'avait pas vue depuis avant l'incident. « Je t'avais dit que tu reviendrais », déclara Lucy en se reculant juste assez pour regarder le visage de Clara. « Je le savais. » Clara passa une main dans les cheveux de Lucy, un geste si familier et pourtant si nouveau, maintenant chargé d'une signification plus profonde. « Merci de m'avoir aidé, dit-elle doucement. Tu es une petite fille très spéciale. » Lucy sourit, son visage illuminé d'une joie qui avait été absente pendant des semaines. « Tu restes ?» Clara hésita, jetant un bref regard à Charles, qui restait à une distance respectueuse, observant les retrouvailles. « Je suis juste venue te rendre visite aujourd'hui, répondit-elle doucement. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle tendit le sac à Lucy, qui l'ouvrit avec empressement. À l'intérieur se trouvait un petit kit de fabrication de bracelets, fils colorés, perles, fermoirs. « Pour que nous puissions reprendre là où nous nous étions arrêtés, expliqua Clara. Lucy serra le cadeau contre sa poitrine comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Un symbole de continuité, de retour, de guérison. « Viens, dit Lucy en prenant la main de Clara. « Allons dans ma chambre. J'ai tellement de choses à te raconter. » Avant de suivre Lucy en haut des escaliers, Clara regarda Charles une dernière fois. Il n'y avait pas de pardon complet dans son regard. Cela viendrait avec le temps, si cela venait un jour. Mais il y avait quelque chose d'aussi précieux, un début. Une volonté de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Charles hocha légèrement la tête, un merci silencieux pour cette seconde chance qu'il savait ne pas mériter. En regardant Lucy conduire Clara à l'étage, leurs voix se mêlant dans une conversation excitée qui résonnait dans la maison auparavant silencieuse, Charles comprit une vérité fondamentale. Le pardon n'efface pas le passé. Il n'annule pas les erreurs. Il n'élimine pas les cicatrices. Mais il guérit. Lentement, imparfaitement, mais il guérit. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et tout ce qui compte vraiment. 2 semaines après la libération de Clara, Charles rassembla tous les employés du manoir dans le grand hall. Madame Winters, Jenkins, Madame Palmer, le jardinier, les femmes de chambre, tout le monde était présent, curieux de la raison de cette convocation inattendue. Clara était également là, à l'invitation de Charles. Elle se tenait près de la porte, comme si elle ne se sentait pas encore complètement à l'aise dans l'espace qui avait été son lieu de travail. Ces dernières semaines, elle avait rendu visite à Lucy régulièrement, mais avait toujours maintenu une distance polie avec les autres membres du personnel, en particulier ceux qui étaient restés silencieux lors de son accusation. Charles s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous. Il semblait nerveux, un spectacle rare pour un homme habituellement si sûr de lui. « Merci d'être ici », commença-t-il. « Je sais que vous avez vos tâches, alors je serai bref. Je vous ai réunis pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, admettre mon erreur et m'excuser. » Un murmure parcourut la pièce. Certains jetèrent un coup d'œil à Clara, d'autres baissèrent les yeux, mal à l'aise. Comme vous le savez tous, Clara a été injustement accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Un crime pour lequel mon propre frère répond maintenant devant la justice. Brandon s'était rendu à la police le lendemain de sa confrontation avec Charles, non par noblesse, mais parce qu'il avait réalisé qu'il n'avait pas le choix. Les preuves étaient accablantes. Il était maintenant en liberté sous caution, en attente de son procès. J'ai non seulement manqué à Clara, mais à vous tous. J'ai favorisé un environnement où la vérité était étouffée par la peur et les préjugés, où une accusation pouvait détruire la réputation de quelqu'un sans remise en question. Cela s'arrête aujourd'hui. Charles regarda directement Clara,
qui l'observait avec une expression neutre, difficile à déchiffrer. Clara, devant tous ceux qui ont été témoins de votre humiliation injuste, je vous demande pardon. Je sais que les mots ne suffisent pas, c'est pourquoi j'ai pris des mesures concrètes. Il fit un geste et Jenkins s'approcha avec une enveloppe qu'il tendit à Clara. Ceci est un chèque à titre de compensation financière pour les dommages causés. Il ne représente pas ce que vous méritez. Aucune somme d'argent ne le pourrait. Mais j'espère qu'il vous aidera à reconstruire votre vie de la manière que vous choisirez. Clara ouvrit l'enveloppe, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant le montant. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. De plus, continua Charles, j'aimerais vous offrir officiellement le poste de tutrice pédagogique pour Lucie, avec un salaire correspondant à votre diplôme en éducation et une totale liberté pour mettre en œuvre le programme éducatif que vous jugerez approprié. Un silence complet emplit la pièce. Madame Winters semblait particulièrement choquée. La femme de ménage, maintenant tutrice pédagogique avec autorité sur l'éducation de l'héritière Ellsworth. Je sais que nous en avons discuté en privé, ajouta Charles, mais je voulais faire l'invitation officiellement devant tout le monde, afin qu'il n'y ait aucun doute sur votre position dans cette maison à partir de maintenant. Clara fit un pas en avant, l'enveloppe toujours à la main. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Monsieur Ellsworth, j'accepte votre offre et vos excuses. Sa voix était calme mais ferme. Pas pour vous, mais pour Lucie. Elle mérite une stabilité et un soutien éducatif constant. Un soupir collectif de soulagement parcourut la pièce. La tension qui avait pesé dans l'air commença à se dissiper. Quant au reste d'entre vous, Charles regarda le personnel. J'attends de vous que vous traitiez Clara avec le respect qu'elle mérite. Tout signe de manque de respect ou de préjugés entraînera un licenciement immédiat. Est-ce clair ? Tout le monde hocha la tête, certains plus enthousiastes que d'autres. Madame Palmer, la cuisinière, fut la seule à sourire ouvertement. Elle avait toujours cru en l'innocence de Clara. Excellent. Maintenant, je suis sûr que vous avez tous du travail à faire. Clara, si vous pouviez rester un instant. Alors que le personnel se dispersait, Charles s'approcha de Clara. Merci d'avoir accepté. Lucie sera folle de joie. Comme je l'ai dit, je le fais pour elle. Clara mit l'enveloppe dans son sac. Mais j'apprécie le geste public. C'était important. Vous pouvez commencer quand vous le souhaitez. Votre ancienne chambre a été préparée au cas où vous préfériez vivre ici. Ou nous pouvons organiser un transport quotidien si vous préférez maintenir votre indépendance. Clara réfléchit un instant. Je pense que je resterai ici pendant la semaine. Ce sera plus facile pour développer un programme cohérent avec Lucie. Charles hocha la tête, satisfait. La chambre est donc à vous. Et Clara, merci de donner à cette maison, et à Lucie, une seconde chance. Parfois, répondit Clara avec un petit sourire, les secondes chances sont ce qui nous sauve. Nous tous. 2 mois plus tard, par un après-midi de printemps ensoleillé, le jardin du manoir Ellsworth s'était transformé. Ce qui était autrefois un espace formel et impersonnel était maintenant vivant de petits parterres de fleurs colorées, chacun reflétant la personnalité de sa petite jardinière. Lucie, à genoux sur la terre sombre, creusait soigneusement un trou pour un autre plant de violette. À côté d'elle, Clara offrait des conseils doux. « Pas trop profond, dit-elle. Les racines ont besoin d'espace pour respirer. » Lucie hocha la tête, concentrée sur sa tâche. Ses petites mains, autrefois immaculées comme il sied à une héritière Ellsworth, étaient maintenant sales de terre, et elle n'aurait pas pu être plus heureuse. De la fenêtre de son bureau, Charles observait la scène. La transformation était évidente non seulement dans le jardin, mais aussi chez Lucie. La petite fille silencieuse et triste avait de nouveau laissé place à l'enfant vibrante qu'elle avait toujours été. Elle riait, chantait, posait des questions sans fin, désireuse d'apprendre tout ce que Clara pouvait lui enseigner. Et Clara, elle avait changé aussi. La prudence initiale, la réserve compréhensible, avait progressivement cédé la place à une confiance renouvelée. Ce n'était pas la même qu'avant. Ça ne pouvait pas l'être, après ce qu'elle avait vécu. Mais elle avait une nouvelle sérénité, une force qui venait d'avoir affronté l'injustice et d'y avoir survécu. Charles s'éloigna de la fenêtre, les laissant seuls dans leur moment spécial. Il avait appris douloureusement que certaines relations avaient besoin d'espace pour s'épanouir sans interférence. Dans le jardin, Lucie et Clara continuaient leur travail dans un silence confortable. Elles n'avaient pas besoin de mots. Le soin était présent dans chaque geste, chaque regard, chaque sourire partagé. Lorsque la dernière violette fut plantée, Lucie s'assit sur ses talons, admirant son travail.
Tu penses qu'elles deviendront jolies? Demanda-t-elle en regardant Clara. Certainement. Tu les as plantées avec soin, tu leur as donné assez d'eau, tu as choisi un endroit avec une bonne lumière. Tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. Lucie sourit, satisfaite. Puis, impulsivement, elle serra Clara dans ses bras, tâchant de taire la robe simple de la tutrice. Clara lui rendit son étreinte sans hésitation, ne se souciant pas de la saleté. Certaines choses étaient infiniment plus précieuses que des vêtements propres. Autour d'eux, le jardin semblait vibrer de vie et de possibilités. Les violettes nouvellement plantées, les marguerites déjà en fleurs, les boutons de rose promettant une beauté future. Un petit univers en renouveau constant, tout comme la confiance qui commençait enfin à refleurir entre elles. Pas exactement comme avant. Plus profonde, peut-être. Plus éprouvée, plus résiliente. Comme les plantes qui survivent à l'hiver et reviennent au printemps. Différentes, mais vigoureuses. Une fin juste, après tout. Et plus important encore, un nouveau départ. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.